Ma propre famille m'avait envoyé un texto. Nous avons besoin de prendre nos distances avec toi. S'il te plaît, arrête complètement de nous contacter. Pas d'appel, pas de pause pour reprendre son souffle. Juste une phrase glaciale illuminant mon écran comme une fusée de détresse dans la nuit. Je suis resté là, immobile dans mon petit appartement en Provence, où le silence soudain est devenu plus assourdissant que toutes les disputes que nous avions jamais eues. Les murs en pierre brute, habituellement un réconfort, semblaient se resserrer autour de moi. Au lieu de supplier, au lieu de m'effondrer comme il s'y attendait probablement, j'ai tapé la réponse la plus calme que j'ai jamais écrite de toute ma vie. Ils n'avaient pas la moindre idée de ce que ce moment allait leur coûter. Avant de vous raconter la suite, aimez cette vidéo et dites-moi de quelle ville vous venez, pour que je sache qui écoute de l'autre côté de ce désordre. Je m'appelle Manon Leroy, et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été le genre de personne à qui l'on confiait les problèmes comme on tend un manteau, discrètement, automatiquement, sans jamais demander si j'avais la force de porter ce poids supplémentaire. Je travaille au service de la paix dans une clinique médicale locale, un travail fondé sur l'ordre et la précision. Deux choses auxquelles je me suis accroché pendant des années comme à une bouée de sauvetage. Mon appartement reflète cette quête de contrôle, un éclairage doux, des surfaces de cuisine impeccables, et des reçus classés par couleur dans un tiroir en bois qui coince un peu quand le Mistral apporte l'humidité. Rien d'extravagant, juste une stabilité rassurante. Et la stabilité, dans ma famille, a toujours signifié une seule chose, que je paie. Ma mère, Monique, adore dire que « la famille, c'est fait pour s'entraider ». Elle le dit généralement en se tenant près de l'évier, un torchon à la main, avec cette manie de soupirer profondément au lieu de finir ses phrases, laissant le blâme flotter dans l'air. Mon père, Jean-Pierre, préfère quelque chose de plus direct, des sermons sur la loyauté, le devoir. Comment il ne m'avait pas élevé pour que je compte mes sous quand il s'agissait du sang. Si sa voix se tendait, c'était le signal. Cela signifiait que je devais couvrir la facture, quelle qu'elle soit, qui se cachait en arrière-plan de la conversation. Et puis il y a ma sœur, Chloé. De 3 ans ma cadette, mais plus bruyante pour toute une vie. En grandissant, elle a toujours su comment devenir le centre d'attention d'une pièce. Nouvelle veste, nouvelle coupe de cheveux, nouveau drame. Elle m'appelle la banquière. Moitié blague, moitié arme, et entièrement pratique quand elle a besoin d'une caution pour un appartement ou d'une rallonge pour le crédit de sa voiture. Et chaque fois que j'essayais de dire non, le cœur familial se mettait en branle, ne sois pas si dramatique, Manon. Tu sais bien qu'elle ne peut pas s'en sortir seule. Tu sais que tu es la plus responsable de nous deux. Même la famille élargie jouait le jeu. Notre conversation de groupe sur WhatsApp était un flux constant de nouvelles, de photos de vacances, de mèmes, de plaintes jusqu'à ce que le sujet de l'argent apparaisse. Alors, soudain, chaque voix devenait plus aiguë, me rappelant tout ce que mes parents m'avaient donné, à quel point Chloé méritait de souffler un peu, et comment je ne devais pas créer de malaise. Peu importait qu'ils ne connaissent rien de mon budget ou des nœuds que je me faisais au ventre chaque mois pour maintenir tout le monde à flot. Dans tout ce bruit, la seule personne qui n'a jamais profité de moi était mon oncle, Stéphane. Il dirige une petite entreprise de déménagement à l'autre bout du département, le genre de métier qui vous donne des mains solides et une lecture silencieuse des gens. Il ne demandait jamais rien, ne laissait jamais rien sous-entendre. Il se contentait d'observer. Je n'avais pas réalisé à quel point cela deviendrait important jusqu'à bien plus tard. Pendant des années, je me suis dit que c'était normal. Chaque famille a ses rôles, et le mien était simplement de payer pour les urgences, les découverts, les « je te rembourse la semaine prochaine », qui n'arrivaient jamais. Je me disais que ce n'était pas personnel. Mais chaque fois que j'ouvrais mon application bancaire, chaque fois que je regardais mes propres projets rétrécir pour que les leurs puissent grandir, quelque chose de petit et de dur se serrait en moi. Et puis est arrivée la nuit où tout a basculé. La nuit où ce texto est arrivé, celui qui ressemblait moins à un message qu'à une porte claquée au nez. Les jours qui ont précédé ce message avaient une atmosphère étrange, une tension que je ne savais pas nommer à l'époque. De petits changements, de légères piques, des moments qui auraient dû glisser sur moi mais qui, au lieu de ça, se sont installés sous ma peau comme du sable fin. Tout a commencé avec Chloé, comme souvent. Elle est arrivée chez mes parents avec un tout nouveau manteau, les étiquettes encore plissées dans le tissu, et a immédiatement commencé à parler de l'appartement plus sûr qu'elle convoitait dans le centre d'Aix-en-Provence. Elle ne m'a pas regardé en le disant. Elle n'en avait pas besoin. Tu couvriras la caution, n'est-ce pas?
A-t-elle demandé, faisant défiler son téléphone, sa voix aussi désinvolte que si elle commandait une pizza. J'ai dit non. Pas fort, pas avec colère, juste un « non » ferme que j'avais répété devant le miroir de ma salle de bain. Ma mère, Monique, s'est figée, une assiette à la main. Mon père, Jean-Pierre, a aspiré une lente bouffée d'air déçu. C'est tout ce qu'il a fallu. La pièce a changé, l'air s'est épaissi, et soudain, j'étais redevenu l'égoïste. Chloé n'a même pas sourcillé. Allez, la banquière, a-t-elle dit, souriant comme si elle était au courant d'une blague que je ne comprenais pas. Ce n'est pas la mer à boire. Je suis parti tôt ce soir-là, assise dans ma vieille Renault 4, le tic-tac du chauffage emplissant le silence, me demandant pourquoi une simple limite personnelle me donnait l'impression de commettre un crime. Mais le vrai coup est venu 2 jours plus tard, lorsque le téléphone de mon bureau a sonné. J'ai répondu avec ma voix de travail, calme, précise, professionnelle, pour entendre le propriétaire de mes parents confirmer joyeusement le renouvellement de leur accord de prélèvement automatique. Mon accord de prélèvement. Il m'a remercié d'avoir annulé des frais de retard. Des frais dont j'ignorais l'existence. Puis il a continué à parler, mentionnant que mes parents lui avaient donné mon adresse email professionnelle et, apparemment, mon emploi du temps pour qu'il puisse me joindre à un moment opportun. Je me souviens avoir fixé le mur en face de mon bureau, la reproduction d'art bon marché d'un champ de lavande devenant floue tandis qu'une chaleur insidieuse montait le long de ma nuque. Ils n'avaient pas seulement utilisé mon argent. Ils avaient ouvert une brèche dans ma vie professionnelle, distribuant mes informations personnelles comme des confettis. La vie privée n'était pas quelque chose que je pensais devoir protéger de ma propre famille. Mais soudain, je n'étais plus sûr d'en avoir la moindre. Ce soir-là, j'ai conduit directement jusqu'à leur maison de campagne. Le couloir d'entrée sentait l'eau de javel et les restes de repas à emporter de la veille. Je les ai fait asseoir, mes parents sur le canapé affaissé que j'avais acheté, Chloé appuyée contre le cadre de la porte, et j'ai dit les mots que j'avais avalés pendant des années. Je mérite de savoir pourquoi je paie. Le visage de ma mère s'est durci. Nous nous sentons attaqués. Mon père a croisé les bras. Garde ce ton pour tes collègues, pas pour nous. Chloé a ri depuis le couloir. On te laisse un pourboire maintenant ou plus tard? Ce n'était pas une dispute. Ce n'était même pas bruyant. C'était pire, une cruauté désinvolte, livrée avec l'aisance d'une mémoire musculaire. Je suis parti sans finir ma phrase. L'après-midi suivant, la notification de la conversation de groupe est apparue. Le message qui a tout changé. Nous avons besoin de prendre nos distances avec toi. S'il te plaît, arrête complètement de nous contacter. Quelque chose en moi ne s'est pas brisé. Il s'est mis en place, de façon permanente. Les minutes qui ont suivi ce texto semblaient suspendues, comme si l'air s'était épaissi juste pour me maintenir immobile assez longtemps pour que je comprenne ce qui venait de se passer. Ma famille ne demandait pas d'espace. Elle déclarait un exil. Pas de discussion, pas de confusion, un verdict. Et presque instantanément, leur silence a déferlé, brillant, résonnant, final. Je me suis assise sur le bord de mon lit, fixant le message jusqu'à ce que mon écran s'éteigne. Pas de colère, juste une clarté froide et posée que je n'avais jamais ressentie auparavant. Si c'était la distance qu'il voulait, je pouvais l'honorer pleinement. 1 heure plus tard, mon téléphone a vibré avec un nom que je n'attendais pas, Stéphane. Il n'appelait jamais sans raison. Quand j'ai décroché, sa voix était stable, prudente. « Je suis chez tes parents », a-t-il dit. Ils m'ont demandé de les aider à emballer. Pendant un instant, j'ai cru avoir mal entendu. « Emballer quoi ?»« Tout », a-t-il dit doucement. « Les vêtements, la vaisselle, les photos. » Il déménage. J'ai fermé les yeux. Bien sûr. Il ne se contentait pas de couper le contact. Il se déracinait physiquement, disparaissant sans laisser de traces, me laissant derrière comme une facture qu'il ne voulait plus payer. Stéphane a hésité avant d'ajouter, « Je m'assurerai que tout ce qui porte ton nom te soit retourné. » Ne t'inquiète pas. Il ne prenait pas parti. Il se contentait de gérer la vérité. Et cette vérité, lui se tenant dans leur salon, mettant leur vie en carton, m'a frappé plus durement que le texto lui-même. Après l'appel, j'ai ouvert le tiroir de reçus classés par couleur que je gardais depuis des années. Loyer, factures, transport, frais médicaux, abonnements, courses.
Tous les fils invisibles que j'avais utilisés pour tisser leur vie ensemble, mois après mois. Je m'étais dit que je gardais ces archives pour ma propre santé mentale. Mais à ce moment-là, elles ressemblaient à une carte, le registre de chaque endroit où je m'étais abandonné pour les maintenir à flot. J'ai étalé les reçus sur les tomates fraîches du sol. Vert pour le logement, jaune pour les charges, bleu pour les transports, rouge pour le médical, violet pour tout le divers qu'ils ne se souvenaient jamais que je payais. Les bords des papiers frisaient, comme s'ils étaient fatigués, eux aussi. Je me suis assise là, sur le sol dur, les genoux ramenés contre moi, et pour la première fois, je me suis permis de voir la situation clairement. Ce n'était pas du soutien. Ce n'était pas de l'amour. C'était de la dépendance déguisée en devoir, et j'étais devenu l'infrastructure qui soutenait une maison qui n'avait jamais eu de place pour moi. La pensée ne m'a pas brisé. Elle m'a libéré. Ce soir-là, Lucas est passé. Il n'a pas frappé fort, juste un petit toc-toc avant d'entrer, comme le fait quelqu'un qui se soucie assez pour rester doux. Ils t'ont envoyé un texto, a-t-il dit doucement. Ce n'était pas une question. Il pouvait le lire sur mon visage. Je lui ai glissé le téléphone. Il a scanné le message, la mâchoire tendue mais les yeux doux. Tu ne mérites pas ça, a-t-il dit. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas effondré. J'ai juste expiré, comme si quelqu'un avait enfin desserré une sangle autour de ma poitrine. C'est fini, ai-je dit. Lucas s'est assis à côté de moi sur le sol, au milieu des piles de reçus. Alors commençons par une chose, a-t-il dit. Montre-moi ce que tu as porté. Je lui ai tendu la première pile, vers le logement. Il les a parcourus lentement, comme s'il feuilletait les pages d'une histoire qui expliquait enfin la fin. Le lendemain matin, je suis entré dans le cabinet du docteur Valérie Dubois et je lui ai tout raconté. Le texto, le déménagement, les années. Elle a écouté, a hoché la tête, et a finalement dit, Manon, mettre fin à un enchevêtrement financier n'est pas de l'abandon. C'est de l'autopréservation. Cette phrase était la permission que j'attendais sans le savoir. Quand j'ai quitté son cabinet, mon esprit était stable. Mes mains ne tremblaient plus. Je savais exactement ce qu'il fallait faire ensuite. Le prochain message que j'enverrais à ma famille ne serait pas émotionnel. Il serait factuel, final, et entièrement construit sur la vérité qu'il m'avait forcé à porter seul. Je n'ai rien envoyé ce soir-là. J'ai dormi avec mon téléphone en mode silencieux, face contre la table de nuit, comme on le fait quand on a enfin décidé de ne plus le laisser diriger sa vie. Mais le lendemain matin, quand je l'ai retourné, la conversation de groupe était une tempête. Des messages manqués empilés comme des dominos tombés. Chloé avait commencé. Bien sûr. Où es-tu? Pourquoi tu ne réponds pas? Maman avait suivi, tu es encore en train de faire ton drame. Puis, très bien, on fera tout sans toi. S'il voulait me couper les ponts, pourquoi exigeait-il que je réponde? J'ai fait défiler jusqu'au message original. Nous avons besoin de prendre nos distances avec toi. S'il te plaît, arrête complètement de nous contacter. Cela semblait toujours irréel, net et tranchant comme une coupure de papier. Mais maintenant, j'avais quelque chose qu'il n'avait pas, la clarté. Je me suis dirigé vers la petite table de ma cuisine, j'ai disposé les piles de reçus colorés de la veille et j'ai pris des photos. Une pour chaque catégorie, logement, charges, médical, transport, abonnement, divers. La preuve de ces temps passés à être la fondation silencieuse de la famille. Mes doigts ne tremblaient pas. Ils le faisaient avant. Plus maintenant. Puis j'ai ouvert la conversation de groupe familial. Mon message est arrivé comme un bloc unique de précision silencieuse. J'honore votre demande de distance. Voici un résumé des paiements que j'ai effectués en votre nom. Tous ces paiements prendront fin aux dates entourées. Veuillez transférer les baux et les comptes à vos propres noms dans les 30 prochains jours. J'ai joint les photos, une par une. Envoyez. 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 Puis j'ai ajouté la ligne qui, je le savais, les ferait enfin cesser de prétendre qu'ils ne comprenaient pas ma contribution. Bien sûr, j'annulerai mes virements automatiques dès la première heure. Pendant 2 minutes, le silence. J'imaginais leurs écrans s'allumer, leurs yeux parcourant les chiffres, les dates, les totaux qu'ils n'avaient jamais pris la peine de demander. Puis la panique a commencé. Maman, Manon,
qu'est-ce que ça veut dire? Papa, l'argent n'est pas la même chose que la famille. Ne t'en sers pas comme d'une arme. Chloé, tu es malade. Tu as fait ça pour nous humilier. Tante Marie est intervenue. Puis un cousin, Léo. Puis la femme du cousin. De petits points gris de saisie de texte grouillaient sur l'écran comme des moucherons. Maman, encore, on parlait de prendre nos distances avec ton attitude, pas avec toi. J'ai tapé en retour. Votre message disait d'arrêter complètement de vous contacter. Je l'honorais. Papa a envoyé un long paragraphe. Sans ponctuation, plein de fureur. Après tout ce que nous avons fait pour toi en grandissant, voilà les remerciements que nous recevons. Nous te faisions confiance avec nos factures parce que nous pensions que tu comprenais mieux la famille que ça. Je n'ai pas pris la peine de répondre au chantage affectif. Je l'avais entendu pendant des années dans une centaine de variantes. Chloé a changé de tactique. Je ne peux pas me permettre de déménager maintenant. Je vais me retrouver dans un quartier dangereux. Tu seras contente s'il m'arrive quelque chose? J'ai fixé le message, la respiration calme. Le chantage émotionnel, leur outil préféré. J'espère que tu resteras en sécurité, ai-je écrit. Mais je ne suis pas responsable de ton style de vie. Silence. Puis maman a appelé. Puis papa. Puis Chloé. Appel après appel. Chacun sonnant sur mon écran jusqu'à ce que j'active le mode « Ne pas déranger ». Ils voulaient une réaction. Je ne leur en donnerai pas. 1 heure plus tard, un nouveau message est apparu. Pas dans la conversation de groupe, mais en privé. Stéphane. Je dépose quelques cartons ce soir, a-t-il écrit. Des affaires qui t'appartiennent. Ils ne les ont pas ouvertes. J'ai marqué une pause. Qui m'appartiennent. Quand il est arrivé ce soir-là, il se tenait sur mon seuil, tenant 3 cartons proprement empilés. Sa veste était poussiéreuse d'avoir déplacé des meubles. Ils ont essayé de me presser, a-t-il dit. M'ont dit de ne pas m'embêter avec ceux qui n'étaient pas à eux. Mais j'ai vu ton nom sur quelques trucs. Il a posé les cartons doucement. À l'intérieur, des torchons de cuisine non déballés, un mixeur encore dans son emballage, un routeur qu'il n'avait jamais installé. Des choses que j'avais achetées pour eux. De petites tentatives pour leur faciliter la vie, mises de côté, oubliées, encore sous scellées. Stéphane m'a regardé tout assimilé. Tu as fait beaucoup plus pour eux qu'ils ne l'ont jamais admis, a-t-il dit. Ne les laisse pas déformer la situation. J'ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine malgré tout. Du chagrin, je pense. Pas de les avoir perdus, mais d'avoir enfin vu la vérité sans le filtre de l'obligation. Quand Stéphane est parti, la conversation de groupe a de nouveau explosé. Maman, comment as-tu pu laisser Stéphane voir nos affaires privées? Papa, nous ne te pardonnerons jamais de nous avoir embarrassés comme ça. Chloé, j'espère que tu es fière. Tu as tout gâché. Je n'ai rien tapé. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir et je me suis versé un verre d'eau. Je l'ai bu lentement, délibérément, tranquillement. 10 minutes se sont écoulées avant que les messages ne changent de ton. De la colère à la supplication, aussi prévisible que les marées. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ton père ne dort plus. Papa, j'ai travaillé toute ma vie. Tu me dois le respect. Chloé, si tu arrêtes de payer le forfait téléphonique, comment suis-je censé appeler le travail ou obtenir de l'aide? Je n'ai répondu qu'une seule fois. Je ne discute plus d'argent. Une autre pause. Puis le schéma familial longtemps entretenu s'est fissuré devant moi comme un œuf tombé sur le carrelage. Chloé, encore, je ne comprends juste pas pourquoi tu es si froide maintenant. J'ai répondu, vous m'avez dit de ne pas vous contacter. Je fais simplement ce que vous avez demandé. Cette fois, personne n'a répondu. Le silence s'est étiré assez longtemps pour que j'entende le bourdonnement de mon réfrigérateur, le bruit sourd des pas de l'appartement au-dessus du mien. Des sons réels, des sons présents, ma propre vie refaisant surface. Mais la paix n'a pas duré. À minuit, la conversation de groupe s'est de nouveau allumée. La famille élargie se joignait maintenant à la fête. Tante Marie, on ne s'attendait jamais à ça de ta part, Manon. Cousin Léo, c'est extrême. Tu aurais pu gérer ça mieux. Un autre cousin, la famille se sacrifie les uns pour les autres.
Pourquoi ne peux-tu pas le faire? Je n'ai pas répondu. J'ai téléchargé un simple document à la place. Des modèles de budget, des informations sur les aides au logement, les coordonnées des fournisseurs d'énergie, des outils généraux pour les aider à se débrouiller seuls. En bas, j'ai écrit « Vous êtes capable ». Vous l'avez toujours été. Aucun bruit n'a suivi, juste une immobilité si complète que c'était comme sortir d'une tempête pour entrer dans un couloir silencieux. Vers 2 heures du matin, un dernier message est apparu, de maman. Si tu fais ça, tu es morte pour moi. J'ai fixé la ligne pendant un long moment. Non pas parce que ça faisait mal, mais parce que ça ne faisait rien. Je suis désolé que tu le ressentes comme ça, ai-je écrit, et j'ai posé mon téléphone face contre la table. Dans l'obscurité de mon appartement, pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose qui m'a fait plus peur que leur colère. Le soulagement. Au matin, la conversation de groupe était silencieuse, un calme artificiel et résonnant après des jours de bruit. J'ai préparé du café, je me suis assise à ma petite table de cuisine et, pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas préparé à une crise. À la place, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai terminé ce que j'avais commencé. J'ai changé les mots de passe, retiré ma carte des services partagés, mis fin à chaque paiement lié à leur nom. Chaque confirmation était comme couper un fil qui avait été enroulé trop serré autour de mes côtes. Plus tard dans la semaine, je me suis assise en face du docteur Dubois et je lui ai dit que je me sentais à la fois plus légère et terrifiée. Elle a souri doucement. La paix peut sembler dangereuse quand on a vécu dans le chaos. Lucas est passé ce soir-là, avec un repas à emporter et une compréhension silencieuse. Il n'a pas offert de conseils. Il s'est juste assis à côté de moi sur le canapé, ses genoux touchant les miens, me ramenant à la terre. « Je suis fier de toi », a-t-il dit. Et pour une fois, je l'ai cru. Dans les semaines qui ont suivi, ma vie n'est pas devenue plus bruyante. Elle est devenue plus claire. Je me promenais dans mon village provençal sans vérifier mon téléphone toutes les 5 minutes. Je préparais le dîner sans attendre que quelqu'un ait besoin de quelque chose. Et lentement, le silence a cessé de ressembler à de l'abandon pour commencer à ressembler à de la liberté. J'ai appris que l'amour sans respect n'est pas de l'amour, et que les limites ne sont pas de la cruauté. Elles sont une question de survie. Si vous avez déjà dû prendre du recul par rapport à quelqu'un que vous aimiez juste pour vous sauver, partagez votre histoire dans les commentaires. Et si cela a résonné en vous, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine.